Bonjour, bienvenue sur Cyber Anonymat, votre complet incontournable pour maîtriser le monde du numérique, de la théorie jusqu'à la pratique et du débutant jusqu'à l'expert en cybersécurité, réseau de télécommunications et intelligence artificielle. Nous y voici maintenant sur notre module 5, découverte de Microsoft Azure. Donc, dans ce module, nous allons explorer des services cloud populaires et leur déploiement gratuit pas à pas. OK. Module 1, vue d'ensemble et services populaires. Donc ici, nous allons comprendre l'écosystème Azure et identifier les services clés disponibles avec les options gratuites. OK. Exploration des services populaires Azure. Voici les offres de Azure. Offre gratuite. Azure propose des options et crédits gratuits pour tester l'ensemble de l'infrastructure sans risque financier. On a des machines virtuelles résilientes et des comptes de stockage sécurisés pour tout type de données. Et enfin, on a des bases de données SQL managées avec un hébergement web et des conteneurs serverless. Module 2. Créer une machine virtuelle. Donc ici, nous allons générer, déployer et exécuter vos applications sur une infrastructure résiliente et évolutive. Voilà, voici les étapes de déploiement. On a étape 1 qui est la configuration de la base. Donc ici, vous allez chercher votre machine virtuelle dans le portail Azure. Et après avoir cherché votre machine virtuelle dans le portail Azure, vous allez choisir votre abonnement. Et par après, vous allez créer un groupe de ressources. Est-ce que c'est clair? Et enfin, vous allez nommer votre machine. En 2, image et taille. Vous allez sélectionner votre image de système d'exploitation, que ce soit Ubuntu Server ou Windows Server. Vous allez choisir une taille éligible au niveau gratuit, exemple série BS, pour éviter les frais. Et en 3, on a l'authentification et accès. Vous allez définir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc là, vous allez ouvrir les ports nécessaires, à savoir les ports SSH 22 ou RDP 3389 et valider la création. Donc, OK, nous allons pratiquer cette étape sur notre machine virtuelle pour voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, ici, on va aller sur le portail Microsoft Azure en tapant portail. Voilà. OK. Très bien. Donc là, cette interface, c'est notre accueil. Comme vous pouvez voir, on a dit bienvenue. Là, c'est notre accueil. Est-ce que vous voyez? Et on a ici les menus déroulants. Donc ici, vous pouvez voir créer une ressource. Donc la même chose qui se passe ici sur notre page d'accueil, on a également ça. Vous voyez, si je clique ici là-dessus, ça c'est notre page d'accueil. Donc on peut créer une machine virtuelle tout juste en allant sur la page d'accueil ou bien sur notre menu déroulant à gauche. Est-ce que vous voyez créer une ressource, page d'accueil? Là, c'est notre tableau de bord. Ou on peut également accéder à notre tableau de bord. Est-ce que vous voyez? C'est notre tableau de bord ici. Voilà. On peut venir directement sur notre tableau de bord pour pouvoir créer une ressource. Donc, vous voyez, créer des ressources. Là, on a machine virtuelle. Là, on a machine virtuelle Linux. On a des applications. On a des fonctions, ainsi de suite, ainsi que les bases de données. Est-ce que vous voyez? Voilà. Voilà. Donc, on va parcourir un peu. Voilà. Vous voyez, on a accueil, on a tous les services. Voilà, si on clique là-dessus, voilà, c'est ce qui se présente. Voilà. Donc, on a les services d'analyse, on a les bases de données, on a les calculs, on a les conteneurs, on a les applications de développement, on a les applications hybrides et multiples. On a ici intelligence artificielle et machine learning. Et voilà. Donc, vous voyez là, ici, ce sont les services. Voilà. Voilà. Vous pouvez
pouvez également voir ces services ici en termes de leur catégorie. Est-ce que vous voyez? OK. Là, ce sont les ressources. Donc, pour le moment, on n'a aucune ressource. Est-ce que vous voyez? Il y a rien. On n'a rien créé. OK. Ici, on a Microsoft Entra ID. Ça correspond à ce qu'on parle de IAM. Bon, on verra ça également par après. Voilà. Donc, on va essayer de créer euh, une machine virtuelle pour voir. Et on a également les services. Donc, on peut taper également services gratuits. Voilà. Voici nos services gratuits. Donc, on a machine virtuelle Windows Calcul. On a machine virtuelle Linux Calcul. Donc, voici également les services gratuits. Voilà. Donc, retournons à notre accueil. On va voir la création de machine virtuelle. Pour créer une machine virtuelle, on va cliquer sur machine virtuelle. Voilà. Normalement, ici, on doit choisir notre service, mais il n'y a pas un plan gratuit ici. Bon, on va prendre ça pour voir ce qui va se passer. Là, c'est notre abonnement actuel. OK. On va choisir un groupe. Donc, je vais taper cyber, cyberanonymat. Notre machine virtuelle, je vais taper VM. On prend ça. Donc, je vais choisir ça. Information de base. OK. Donc, on va choisir un abonnement gratuit. On va essayer de créer. Voilà. Nous venons de créer notre machine virtuelle. Vous voyez, notre machine virtuelle est en cours de déploiement. Voilà. Voilà, très bien. Vous voyez, on a dit déploiement réussi. On vient de déployer, on va accéder aux ressources. Est-ce que vous voyez? Très bien. Est-ce que vous voyez? On vient comme ça de déployer notre machine virtuelle. Est-ce que c'est clair? Voilà, très bien. Voici notre machine virtuelle. Le nom, c'est, j'avais mis VM. Est-ce que vous voyez? Voilà.
Ok, très très bien. Voilà. Est-ce que vous voyez? Notre machine est bel et bien déployée. Ok. Donc, nous allons retourner à notre diapositive pour voir autre étape. Voilà, on a déployé notre machine virtuelle avec succès. Revenons ici. Très bien. Donc là, comment créer un compte de stockage? Voilà. Donc ici, on aura beaucoup de choses à dire. Voilà, parce que au niveau de compte de stockage, on va voir la configuration de compte de stockage. Donc c'est important. OK. Module 3. Créer un compte de stockage. Donc ici, on va stocker et accéder de manière fiable et sécurisée aux fichiers sauvegarde et données non structurées. Est-ce que vous voyez? Voilà. Mise en place d'un compte de stockage blob. Donc, comment on fait pour mettre en place un compte de sauvegarde blob? Étape numéro un, c'est l'initialisation. Donc, au niveau de l'initialisation, vous devez aller dans compte de stockage, puis cliquer sur créer. Vous allez sélectionner votre groupe de ressources et entrer un nom unique globalement. 2. Au niveau de la performance et de la redondance, vous optez pour le niveau standard et une redondance de type LRC, ça veut dire stockage localement redondant pour minimiser les coûts d'apprentissage. Et enfin, conteneurs et fichiers. Une fois que le compte déployé, créez des conteneurs de stockage d'objets blob pour y verser vos images, documents ou sauvegardes. Est-ce que c'est clair? Ok, très bien. Donc, on va aller aussitôt comme ça sur notre machine virtuelle. Voilà. Ok, nous y voici maintenant sur notre page d'accueil de Microsoft Azure. Comme je vous ai dit, on peut également venir ici au niveau de notre tableau de bord, voilà, pour faire la création soit de machines virtuelles, voilà, parce que je viens de supprimer la ressource pour créer un compte de stockage, voilà. Donc, en retournant ici, voilà. Donc, je vais faire créer une ressource. Ce que nous voulons, c'est quoi? C'est, nous voulons créer un compte de stockage. Donc, je clique sur compte de stockage. Voilà, notre fenêtre. Donc, ici, bon, le nom, je vais garder cyberanonymat, c'est pas mauvais. Voilà, notre nom de compte de stockage. Je vais taper quoi? Cyber, cyber nano. Voilà, cyber nano. Et puis, je vais cliquer sur vérifier et créer. OK, maintenant je clique sur créer. Vous voyez ici, on a dit, voilà, déploiement en cours. Mhm. Donc, on peut cliquer ici directement pour accéder à la ressource. Donc, bon, je vais accéder directement à la ressource. Voilà, très bien. Voici notre compte de stockage qui est quoi? Qui est CyberAnno. CyberAnno. Voilà. On va parcourir un peu ce menu de gauche pour voir l'utilité et après faire une configuration de notre interface. On va beaucoup travailler ici avec le compte de stockage. Donc, je vais passer beaucoup de temps là-dessus parce que c'est très important pour nous. Voilà. Voilà. OK. Donc, qu'est-ce qu'on voit? En premier lieu, on a vue d'ensemble. Donc, ici, lorsqu'on clique sur vue d'ensemble, voilà. Bon, ça charge. Donc, je vais donner le rôle de vue d'ensemble. Le rôle ici, ça permet d'afficher un résumé global de l'état de santé, des métriques de consommation et des propriétés de programme de votre compte de stockage. Voilà. Malheureusement, ici, c'est pas encore chargé. Voilà. Donc, pourquoi l'utiliser? Pourquoi utiliser vue d'ensemble? On utilise vue d'ensemble pour vérifier rapidement l'utilisation de l'espace, les performances et les URL principales de service. Et comment l'utiliser? Pour l'utiliser, c'est aussi facile. Il suffit seulement de cliquer dessus. Est-ce que vous voyez?
Et après, on a journal d'activité. Comme vous pouvez le voir, voilà, journal d'activité. Qu'est-ce que vous voyez? Il y a combien d'activités ici? Il y a 3 activités. Donc, journal d'activité a pour rôle de tracer l'historique complet de toutes les actions administratives et des modifications apportées au compte de stockage. Est-ce que vous voyez? Ici, on a 3 activités. Donc, pourquoi utiliser le journal d'activité? On utilise le journal d'activité en cas d'incident ou d'audit de sécurité pour savoir qui a fait quoi et quand. Est-ce que vous voyez? C'est ça, au niveau du journal d'activité, dans nos modules, on a l'habitude de parler de log. Est-ce que vous vous souvenez? Voilà. Donc, comment l'utiliser? C'est simple. L'utilisation, c'est quoi? Il faut filtrer par plage de date. Voilà, comme vous pouvez voir, filtrage, ajouter un filtre. Voilà. Donc, il faut filtrer par plage de date, par utilisateur ou par type d'opération pour analyser les logs d'activité. OK. Après cela, on a les étiquettes. OK. À quoi servent les étiquettes? Les étiquettes permettent d'attribuer des paires clés-valeurs pour organiser et classifier les ressources. Est-ce que vous voyez? Voilà. OK. Donc, pourquoi utiliser les étiquettes? Alors, donc, pourquoi utiliser les étiquettes? Les étiquettes sont indispensables en entreprise pour le suivi des coûts en finance et le classement par département ou projet. Même ceux qui utilisent Gmail, vous voyez même dans votre boîte, il y a étiquette. Souvent, c'est label. Est-ce que vous voyez? OK. Diagnostiquer et résoudre les problèmes. C'est un outil automatisé de dépannage intelligent. On l'utilise pour identifier rapidement la source d'un problème, exemple erreur de connexion, grâce à des assistants guidés. Comme vous pouvez le voir, voilà. Est-ce que vous voyez? On a authentification et autorisation. On a pare-feu et réseau virtuel. On a connexion. On a migration de données. On a problème lié à SFTP. On a gestion du cycle de vie. Est-ce que vous voyez? Voilà. Après, on a quoi? On a contrôle d'accès IAM. Très bien. La dernière fois, on a parlé de contrôle d'accès IAM. IAM qui signifie Identity and Access Management. On a dit la dernière fois que ce sont des documents de configuration utilisés chez les fournisseurs de services cloud comme Amazon pour gérer les autorisations et définir qui a le droit de faire quoi sur les ressources du cloud. Est-ce que vous voyez, comme vous pouvez le voir ici, on a dit mon accès. On verra par rapport à comment on va ajouter une attribution de rôle lorsqu'on va être sur la configuration de notre compte de stockage. Voilà. Est-ce que vous voyez? OK. Voilà. Donc, à quoi ça sert le contrôle d'accès IAM? Le contrôle d'accès IAM gère la sécurité des accès via le principe de moindre privilège qu'on appelle airbag. Voilà. Airbag, également, on a expliqué ça. On a dit c'est un contrôle d'accès basé sur les rôles. Voilà. Le principe est de donner les droits d'accès à un utilisateur en fonction de son rôle dans l'organisation. On verra ça après. Voilà. Et pourquoi utiliser? On l'utilise pour autoriser ou restreindre les utilisateurs et les applications à interagir avec votre stockage. Est-ce que c'est clair? Voilà. Après, on va voir migration des données. On va avancer. Le réseau, ça déconne un peu. On va avancer. Migration des données permet de centraliser les solutions pour importer de grandes quantités de données vers Azure. Donc, pourquoi utiliser la migration des données? On utilise la migration des données pour migrer des serveurs sur site ou d'autres clouds vers votre compte de stockage. Est-ce que c'est clair? Et par rapport, on a événements. Les événements ici vont nous permettre de configurer des déclencheurs basés sur les actions du stockage. Exemple, l'ajout d'un fichier déclenchant une alerte. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc là, c'est un événement, vous voyez, événement automatisé. OK. Voilà, c'est comme ça. Si vous voulez créer un événement, il suffit seulement de cliquer sur créer. OK. On a navigateur de stockage. Le navigateur de stockage. Le navigateur de stockage est un explorateur de fichiers visuels intégré à Azure. Est-ce que c'est clair?
Pourquoi on l'utilise? On l'utilise pour gérer directement vos fichiers, conteneurs, dossiers et tables sans ligne de commande. Est-ce que c'est clair? OK. Et puis après, on a Storage Mover. Storage Mover. À quoi ça sert Storage Mover? Voilà. Storage Mover, service manager de migration des fichiers, notamment NAS, NFS et SMB. Voilà. Donc, pourquoi utiliser? Pour migrer des partages de fichiers traditionnels vers le cloud de manière planifiée. Et on a solution de parrainage. Les solutions de parrainage proposent des intégrations avec des logiciels tierces. Voilà. Pour des sauvegardes, pour des sécurités, pour archivage. Vous voyez? Ce sont des logiciels tiers. OK. Après, on a visualiseur de ressources. Voilà. Ici, c'est Cyberano. Donc, à quoi ça sert le visualiseur de ressources? Il permet de faire une représentation graphique des dépendances de la ressource. Est-ce que c'est clair? Pourquoi on l'utilise? On l'utilise pour comprendre comment le compte de stockage est lié aux autres éléments de votre réseau ou groupe de ressources. OK, maintenant on a stockage. Voici, dans stockage, on a quoi? On a les containers. Donc les containers, leur rôle, voici, on a les containers, je vais cliquer là-dessus. Voici, on a les containers. Ici, on n'a pas encore créé de container, comme vous pouvez le voir, on n'a dit aucun élément. Voilà. Les containers, leur rôle, c'est de faire un stockage d'objets non structurés. Voilà, on a images, vidéos, documents, sauvegarde. Donc, pourquoi utiliser les conteneurs? On utilise les conteneurs parce que c'est le service le plus courant pour stocker des fichiers en masse de manière scalable. C'est pour cette raison, je vous dis qu'on va passer beaucoup de temps sur compte de stockage parce que c'est ce compte-là, on va utiliser beaucoup plus pour notre TP Labo. Est-ce que c'est clair? Voilà. On a partage de fichiers classiques. Voilà. À quoi ça sert? Les partages de fichiers classiques, ce sont des partages de fichiers SMB et NFS natifs compatibles à Windows ou à Linux. Donc, pourquoi les utiliser? On les utilise pour monter un dossier réseau accessible simultanément par plusieurs machines virtuelles. Est-ce que c'est clair? Et après cela, on a file d'attente. À quoi ça sert file d'attente? Ouais, on a dit, vous n'avez aucune file d'attente pour l'instant. OK. File d'attente, ce sont des stockages de messages asynchrones pour la communication entre applications. Pourquoi on utilise les files d'attente? On les utilise pour découpler des architectures logicielles et gérer de grandes valeurs de messages. Voilà. Et enfin, au niveau de stockage, on a les tables. Voilà. Les tables, vous voyez, on n'a également pas de table ici. Donc, les tables, ça sert à quoi? Donc, les tables, leur rôle, c'est le stockage SQL et clé valeur structurée et son schéma. Voilà. Par après, on a sécurité plus réseau. Donc, ici, on a mise en réseau. Comme vous pouvez le voir, voilà, mise en réseau. À quoi ça sert? C'est pour configurer le pare-feu, les points de terminaison privés. On a private endpoint et les règles d'accès IP. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Ouais, on a dit configurer l'accès à ce compte de stockage en utilisant des réseaux virtuels, des plaques d'adresse IP. Voilà. Après, on a front door et CNDN. Voilà. On avait déjà eu même à parler de CNDN. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On avait dit CNDN, c'est quoi? C'est Content Delivery Network. On avait dit que c'était une technologie fondamentale pour garantir la performance, la disponibilité et la sécurité des applications web à grande échelle. Donc, comme vous pouvez le voir ici, CNDN, voilà, c'est ça. Donc, à quoi ça sert Front Door et CNDN? Leur rôle est d'accélérer la diffusion du contenu globalement via un réseau de diffusion de contenu CDN. Comme on a déjà expliqué, pourquoi les utiliser? On les utilise pour réduire la latence des utilisateurs distants qui téléchargent vos fichiers médias. Voilà. Après, on a clé d'accès.
Voilà. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça, ce sont nos clés d'accès. Vous pouvez voir même ici, là, c'est clé numéro 1, clé numéro 2, fait que vous voyez ici que c'est pas affiché. Voilà, c'est en termes de sécurité. Donc, voici le rôle des clés d'accès. Le rôle ici est de fournir les clés maîtresses d'administration globale du compte de stockage. Pourquoi on utilise les clés d'accès? On utilise les clés d'accès pour permettre à des applications de s'authentifier avec un accès total et illimité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de remarques, il faut manipuler ces clés d'accès avec beaucoup de précautions. Voilà. Après les clés d'accès, on a signature d'accès partagé SAS. Signature d'accès partagé SAS. Voilà, c'est ce qui est là. Comme vous pouvez voir. Signature d'accès partagé SAS. Voilà. Vous voyez même notre protocole ici, c'est HTTPS uniquement. Voilà. Donc, le rôle de signature d'accès partagé SAS, c'est de générer des jetons d'accès temporaire et granulaires de durée limitée, permission restreinte. Pourquoi on les utilise? On les utilise pour partager un fichier de manière sécurisée et limitée dans le temps, sans donner les clés du compte. Et c'est clair. Après vient le chiffrement. Voilà. On va voir le rôle ici. Le rôle est de générer le chiffrement des données au repos. Voilà, on a déjà vu ça, les données au repos, les données en transaction, en mouvement. Voilà. OK. Pourquoi on utilise le chiffrement? C'est pour répondre aux exigences strictes de conformité et de protection des données sensibles. Voilà. Et après, on a Microsoft Defender pour Cloud. Microsoft Defender pour Cloud est la solution de sécurité avancée et de détection des menaces sur les données stockées. Voilà. Vous voyez, on a dit activer un compte de stockage. Voilà. Et n'oubliez pas, tout cela, nous sommes sur le forfait gratuit. Après cela vient la gestion des données. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, au niveau des gestions des données, on a action de stockage et autres. Voilà. Donc ici, il faut savoir que on a vu les menus les plus importants que nous allons utiliser au cours de nos labos. Voilà. Alors, donc on va voir notre ressource. Voilà. Donc vous voyez ici, c'est ça notre ressource. Donc ici, j'en profite pour vous montrer comment supprimer un compte de stockage. Donc voilà, pour supprimer un compte de stockage, il faut cliquer sur la ressource qu'on veut supprimer et puis on vient ici, on fait supprimer. Voilà. Donc là, on va taper supprimer, supprimer. Donc ici, on va voir comment configurer en quelques minutes une base de données relationnelle, évolutive et sécurisée. Donc voici le déploiement d'une base de données Azure SQL. Étape 1, service SQL. Donc ici, vous allez rechercher base de données SQL et vous allez cliquer sur créer. Vous allez associer cette base de données créée à votre groupe de ressources avec un nom de base de données explicite. 2. Création du serveur. Vous allez configurer un nouveau serveur logique Azure SQL dans lequel vous allez définir l'identification de connexion administrateur et le mot de passe sécurisé. Et enfin, on a tarification et réseau. Vous allez sélectionner l'option de base ou offre gratuite ou disponible. Et vous allez autoriser l'accès au service Azure et configurer votre adresse IP locale. Module 5, on a création d'une application web. Donc ici, nous allons voir comment héberger, gérer facilement des sites web et des applications web sans avoir à gérer l'infrastructure. Hébergement d'une application web. Donc, l'application web. Vous allez sélectionner application web depuis les services populaires, puis cliquer sur créer pour démarrer l'assistance de configuration. 2. Pile d'exécution. Donc ici, vous allez choisir votre environnement de développement. Est-ce que c'est sur Node.js? Est-ce que c'est sur Python? Est-ce que c'est sur .NET ou bien c'est sur PHP? Et le système d'exploitation, est-ce que c'est Linux que vous allez utiliser pour faire le déploiement de votre application ou bien c'est Windows? Et enfin, plan d'application service. Vous allez créer un plan d'hébergement en sélectionnant le niveau F1 gratuit, free tier, pour déployer et tester sans frais.
Module 6, container d'application et application de fonctions. Ici, on va voir comment exécuter les applications dans des containers ou des fonctions serverless à la demande. Donc, voici, on a container et serverless, Azure Function. Les containers d'application, eux, sont idéaux pour exécuter des microservices containerisés avec une mise à l'échelle automatique basée sur le trafic ou les événements HTTP. L'application de fonction est une architecture sans serveur, serverless, exécutée du code déclenché par des événements sans provisionner ni gérer de serveurs sous-jacents. Et enfin, on a les offres gratuites. Voilà. Donc, profitez des allocations mensuelles gratuites substantielles offertes par Azure Function et les containers pour vos tests et prototypes. Voilà. C'est ici que prend fin notre programme d'aujourd'hui. Donc, je sais que vous êtes déjà bien prêts, bien armés pour affronter les prochains modules. Dans le prochain module, on va également faire la découverte de Wasabi. Voilà. Et maintenant, voir l'application directe en pratique dans nos TP Labo. Est-ce que c'est clair? Voilà. Merci et à bientôt.